nous allons, toi et moi, Ariella, autour de ton thème, ton dernier ouvrage, Plaisir de l'urbanisme, essayer de cheminer sur un certain nombre de sujets que tu as abordés pendant ce parcours. Donc, je me permettrai de temps en temps de passer d'un de ces sujets à l'autre. Et le premier qu'on va aborder en introduction, volubilis oblige, c'est le sujet de la Méditerranée. Il se trouve que bon, tu es né à Beyrouth et euh, tu y as fait tes études d'architecte et il se trouve que tu as, je te cite hein, dans une publication, tu, tu parles de l'espace public, j'essaie de retrouver la citation, hein, de l'espace public à Beyrouth où tu perçois une gentillesse et une amabilité apparente moins commune en France. Voilà, alors c'est peut-être une de tes visions de la Méditerranée. Voilà, si tu peux nous en dire plus sur ce qu'est pour toi ces villes, ce sont ces villes méditerranéennes. Alors d'abord, l'espace public à Beyrouth n'existait quasiment pas. Mais c'était on avait la rue, on avait des places, mais pas l'espace public à la française comme nous le connaissons. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'il y a en Méditerranée, de façon générale, une forme de gentillesse et d'attention à l'autre qui est beaucoup moins fréquente ailleurs. Il y a une sociabilité et une solidarité. Donc ça m'amène à un sujet, j'aurais souhaité d'ailleurs à l'époque avec le maire de Montpellier, on devait faire un grand événement là-dessus, il voulait travailler sur les villes de Méditerranée, je lui avais proposé le thème de l'écologie méditerranéenne. Alors ça peut paraître paradoxal, parce que l'écologie habituellement, on en parle pour les pays du Nord, puisqu'ils sont meilleurs que nous sur la question énergétique, etc., etc., mais pas sur la solidarité. Au Liban, par exemple, dans la situation atroce qui est aujourd'hui celle du Liban, la solidarité est une chose inimaginable. C'est-à-dire qu'on va chez les gens pour leur donner à manger. Personne ne peut mourir comme pendant la canicule en France. Personne ne peut mourir chez soi sans qu'on sache qu'il est chez lui. Donc je trouve qu'il y a une sorte de supériorité méditerranéenne en termes de solidarité qui me paraît une grande leçon au niveau mondial. Il y a aussi une forme d'attention à l'autre et de gentillesse que j'ai vue dans la plupart des villes méditerranéennes, soit où j'ai vécu, soit sur lesquelles j'ai travaillé. Donc voilà, je pense que c'est un thème essentiel aujourd'hui au regard de la pandémie que nous vivons. On voit à quel point les valeurs de vivre ensemble, de solidarité sont absolument, absolument déterminantes et peut-être que la Méditerranée est une source d'inspiration à cet égard. Thierry, nous allons parler de Marseille parce que Bien sûr. tu y as passé un moment à l'agence d'urbanisme. Et quand tu parles de Marseille, je te cite encore, tu dis Marseille, le désordre magnifique, la violence du paysage. Est-ce que tu peux développer Oui, ce... pour moi, c'était une découverte, hein. Donc, j'arrivais avec fraîche et moulue avec mon concours d'urbanisme de l'État qui a fait que l'État m'a prêté à Marseille. L'État me payait pour travailler à Marseille. Et j'ai choisi d'aller à l'agence d'urbanisme parce que je voulais faire du projet. Ça a toujours été mon envie, mon désir d'être dans le projet urbain. Donc, l'agence de Marseille n'était pas très dans le projet urbain, mais moi, je l'ai poussé à faire davantage des projets. Donc, j'ai été à Marseille et j'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans cette ville désordonnée. Et c'était pas facile. D'ailleurs, j'ai un souvenir extraordinaire avec Marcel Roncaillolo, auquel j'expliquais que j'avais fait des projets pour la Porte d'Aix, pour retourner, enfin, pour relier la ville à sa périphérie, organiser cette place, et que j'arrivais pas à convaincre les élus. Alors il m'a dit, mais ma pauvre petite, ça fait jamais que 200 ans que Marseille essaye de se retourner vers le nord sans y arriver, vous n'allez pas y arriver comme ça. Donc ça m'a quand même beaucoup frappé ça. Et puis j'ai essayé en fait, comme tout urbaniste, d'apporter une certaine rigueur, des continuités d'espace public, et je n'y arrivais pas.
Bien beau jour, j'ai écrit un texte et que je ne retrouve pas, une sorte de texte poétique, enfin, on m'a dit que c'était poétique, que j'ai appelé «Marseille, le désordre magnifique». Je me suis dit: «En fait, Marseille, c'est pas Nice, quoi». Nice est une Mm. ville, j'habite près de Nice, qui est parfaitement inscrite dans sa géographie, très, très douce, c'est une ville très douce. Bon, Marseille ne sera jamais Nice. Mais Marseille, a quelque chose d'extraordinaire, c'est d'abord la lumière. C'est une lumière saisissante, nulle part ailleurs je n'ai trouvé cette violence de cette lumière parfaite qui fait qu'on a un bleu que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et puis le rocher qui tombe directement dans la mer. Cette, violence des paysages, des contrastes. Alors, j'en ai tiré la leçon qu'on ne pouvait pas mettre Marseille en ordre, qu'on pouvait aller dans le sens de son histoire, de sa géographie, pour tenter de lui apporter un peu de douceur, des continuités urbaines, mais en jouant, sur cette violence des contrastes qui fait partie de l'identité de Marseille. Et pour moi, c'était une grande, grande révélation et une mutation et ça m'a amené d'ailleurs depuis, chaque fois que j'ai travaillé sur d'autres villes, à à me dire, comment chaque ville peut être la plus identitaire possible, la plus elle-même. C'est un peu comme nous, alors je parle aux femmes surtout, moi je peux pas faire semblant d'être une grande blonde. Voilà, il faut que j'assume qui je suis et aller dans le sens de qui je suis. Je trouve que chaque ville devrait se dire être fière de ce qu'elle est, avoir de l'auto-estime et se dire au fond qu'est-ce qui fait l'essentiel de mon identité, à la fois paysagère, dans les modes de vie, dans la façon de fabriquer aussi de l'urbain et comment, amplifier cette identité. Mm. Ça me fait penser aussi, je sais pas, aux films ou aux romans. Les meilleurs films, les meilleurs romans sont ceux qui sont le plus ancrés dans une culture, dans une histoire. Et donc voilà, c'était la grande leçon de Marseille. De Marseille. On y reviendra peut-être plus loin, mais en effet, sur cette question de l'identité, quand on voit aujourd'hui sur l'îlot de chaleur urbain, enfin tous les trucs, on y reviendra à la fin, où on voudrait peindre toutes les villes en blanche parce que l'albédo est de 100%, Toulouse est rouge, à Rome, les rues sont noires parce que c'est le pavé qui vient des volcans pas loin, là, des collines de Colli, etc. Voilà, chaque ville a sa couleur, à son identité, et ça c'est très important. Et en ce moment, il faut y veiller en effet, Ariella. Il y a une autre ville qui compte beaucoup, et donc qui allait souvent, qui en a une fascination, c'est celle d'ailleurs qui est en arrière-plan de, de ta présentation, c'est Barcelone. Et à Barcelone, ta particulière admiration pour Manuel de Sala Morales. Est-ce que, voilà, et Barcelone et ce grand architecte urbaniste, est-ce que tu peux Alors, nous Barcelone, préciser ce qui... faut que vous me laissiez 2 heures, j'ai pas 2 heures pour en parler. Je vais essayer d'en parler rapidement. Alors moi, j'ai connu Barcelone, j'ai visité Barcelone pendant la dictature. Et je suis retournée quand j'étais à Marseille, j'ai entraîné l'agence d'urbanisme pour visiter ce que la ville a fait avec un maire extraordinaire, Maragall, et sur l'espace public. Donc, et j'ai écrit un article dans la revue Urbanisme, j'ai toujours été membre du conseil de rédaction de la revue Urbanisme, et je l'ai appelé 40 espaces publics 4 ans. Parce qu'en fait, ce qui nous avait profondément marqué, c'est que en fait, je dessinais des choses comme ça à Marseille, bon, avec mon équipe, sauf qu'on ne pouvait pas les réaliser. On n'arrivait pas à convaincre. Alors que les Barcelonais sont arrivés en 4 ans à refaire la ville par l'espace public et partout, dans, dans le centre-ville, dans la périphérie et dans la lointaine périphérie. Donc ça m'avait beaucoup frappé, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Alors, donc, pourquoi Barcelone est tellement marquant? D'abord, c'est une ville magnifique, c'est une ville qu'on comprend intellectuellement, si vous voulez. N'importe où à Barcelone, on sait où on est. Moi, la même année, il y a quelques années, j'organisais un voyage d'études à Barcelone et un atelier projet en main qui est ma marque de fabrique, c'est-à-dire explorer une expérience urbaine, faire un livre, faire venir des gens, donc, à Madrid. Et moi, la mère de Madrid me dit, je rentrais de Barcelone, elle me dit: «Ariella, vous préférez Barcelone?» Je lui dis: «Bah oui», parce que en fait, c'est comme si vous connaissez les États-Unis, ce serait la comparaison entre San Francisco et Los Angeles. C'est-à-dire, San Francisco, vous savez où vous êtes et Marseille et Barcelone, vous savez où vous êtes.
par rapport à la mer, par rapport à la montagne, par rapport à la trame Cerdà. Vous comprenez la ville. Elle a une structure. C'est aussi une ville, c'est peut-être la seule ville au monde qui a réalisé une utopie urbaine. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le thème des utopies urbaines, notamment quand j'enseignais à l'Institut français d'urbanisme. J'enseignais à mes étudiants les utopies urbaines, et celle-ci s'est réalisée, l'utopie de Cerdà. Et ce tissu urbain est tellement adaptable, c'est quelque chose d'absolument formidable. Ça s'est adapté au temps. Alors, qu'est-ce qui me fascine à Barcelone? Ce qui me fascine, c'est des milliers de choses. C'est faire la ville par l'espace public, hein, et quand vous retournez aujourd'hui, vous voyez que moi, je peux faire une visite guidée des espaces publics, la plupart d'entre eux tiennent le coup. Il y en a qui on s'est trompé, on doit recommencer. Mais par exemple, le parc d'El Clot qui a été dessiné par des paysagistes qui sont scénaristes, c'est un truc fabuleux parce que c'est une vieille usine, ils ont gardé les bords de l'usine, mais c'est perméable de partout. Et à l'intérieur, ils sont arrivés à faire des espaces variés pour différents usages, mais pas spécialisés. Ça veut dire qu'on peut aller partout, mais on a les gens qui lisent, les gens qui font du sport, et surtout ce qui est magnifique, c'est que cette friche a été traitée comme du patrimoine historique. C'est une merveille. Et vous te retournez aujourd'hui, c'est impeccable. Alors, qu'est-ce qui me fascine aussi? Ce qui me fascine, c'est la manière dont cette ville s'est restructurée, et ça me fait penser à ce qui se passe à Beyrouth aujourd'hui. Alors je m'explique, je vais essayer d'expliquer rapidement. Donc Barcelone, c'est une ville d'intellectuels. Ça a toujours été une ville d'intellectuels avec des architectes, des urbanistes fabuleux, et à l'époque, il y avait, Joan Busquets, Oriol Bohigas et surtout Manuel de Solà Morales, sur lequel je reviendrai. Alors ces gens, pendant la dictature, ont travaillé et ils ont pensé la ville de demain. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Quand la dictature est tombée, un maire exceptionnel arrive, Maragall, ils étaient efficaces tout de suite, tout de suite. Ils ont pu réaliser les espaces publics, se présenter au JO. Et comment ils ont fait l'espace public? Bohigas était le patron d'urbanisme, il a été embaucher les meilleurs étudiants de l'école d'archi, il était prof. Et il leur a dit, vous allez pouvoir signer vos projets. Il y a des projets où on va faire des concours, il y a des projets que vous réaliserez, mais vous aurez un CV. C'est-à-dire que quand vous partirez de la ville, vous aurez un CV. C'est génial. Donc moi, par exemple, tout ce que j'ai fait à Marseille, j'ai rien fait. Je n'ai pas de CV parce que j'étais dans une structure publique. Donc il a fait ça et il a imposé la qualité urbaine. Il a protégé les projets. Donc ça, c'est une manière de faire. Alors qui me fait penser à Beyrouth, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la situation est un désastre. Comme vous le savez, il y a un désastre économique, il y a eu un désastre politique, il y a eu l'explosion qui est 50 fois ce qui est arrivé à Toulouse. Malgré ça, et c'est une ville intellectuelle aussi, c'est une ville intellectuelle avec des gens de très très haut niveau qui ont des positions partout dans le monde. Et bien en ce moment, ils réfléchissent, ils font des projets. Moi j'ai participé à un séminaire il y a 2 semaines, c'était fascinant, fascinant. La créativité pour l'urbanisme temporaire, pour l'urbanisme durable, etc. Ils sont prêts. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a un pouvoir politique à la hauteur à Beyrouth, si le FMI couvre la dette, enfin les protège, si un pouvoir politique à la hauteur, ils sont prêts à agir. Et je trouve que c'est un message d'espoir. C'est-à-dire que même dans une situation de catastrophe, on se prépare. On se prépare et on peut agir. Alors, juste, tu m'as lancé sur Manuel de Solà Morales. Pour moi, est le grand urbaniste du siècle dernier, et qui est mort prématurément. Pourquoi il est si fascinant et différent de Bohigas, de Busquets, sont des gens formidables aussi? Parce que c'est un être parfaitement libre. Il n'y a pas de novlangue, il n'y a pas de doctrine absolue. Par contre, c'est quelqu'un qui avait un sens des lieux. Enfin, d'abord, c'est un puits de science au niveau historique, c'est qu'il savait quand il intervenait quelque part où il intervenait, et une sorte de grande liberté, enfin, beaucoup de talent et une liberté totale d'intervention qui l'amenait par exemple à interpeller un maire. Pourquoi tu fais ça? Par exemple, à Saint-Nazaire, il a fait un premier projet absolument minimaliste dans cette ville démolie, reconstruite, mal reconstruite, où ses interventions étaient exactement ce qu'il fallait pour changer la donne, sans dépenser trop d'argent. Et puis, deuxième phase, le maire lance un très gros projet. Emmanuel lui dit, tu vas aller de l'autre côté, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas terminé ça et tu ne dois pas encore faire ça. Et donc, et il a perdu. Et il a perdu parce qu'il osait le dire. Juste encore une petite anecdote que j'avais adorée. Un membre du jury lui dit qu'est-ce que vous allez faire avec l'écomusée? Est-ce que vous le gardez ou vous le démolissez?
Alors la réponse de Manuel, c'était: «Moi, pour démolir, il faut que j'ai plusieurs bonnes raisons. La première bonne raison, c'est le bâtiment est en mauvais état. 2e question, est-ce que la fonction qu'il occupe est finalement, dépassée? Troisièmement, est-ce que j'ai une meilleure idée? Quatrièmement, est-ce que j'ai les moyens de démolir, reconstruire? Comme la réponse à mes 4 questions est non, je ne démolis pas. Je trouvais ça absolument merveilleux, c'est-à-dire ce raisonnement presque mathématique de la démonstration. Donc, aujourd'hui d'ailleurs, Oriol Clos, ancien architecte en chef de Barcelone, absolument admirable, c'est aussi une fonction exceptionnelle que nous n'avons pas en France, et vient de publier un ouvrage rassemblant tous les écrits de Manuel de Solà-Morales, qui sont admirables. En plus, c'est un homme d'écriture. Voilà. Merci Ariela. Peut-être une troisième, troisième ville méditerranéenne qui a beaucoup compté pour toi, qui compte beaucoup pour toi, c'est Urbino et Giancarlo De Carlo. Ouais. Voilà, je crois que c'est un endroit qui t'émeut beaucoup et le travail qui a été fait là-bas est pour toi quelque chose d'extrêmement subtil, précieux, très très adapté à cette géographie. C'est une ville sur un rocher très en pente, etc. Voilà, et je sais que c'est une ville et un travail qui t'émeut beaucoup. Oui, ben, j'avais 20 ans aussi, hein. J'avais 20 ans et j'avais gagné à l'Institut italien la bourse pour aller passer un été à Urbino, que je parlais très très bien l'italien à l'époque. Et donc, je découvre cet endroit absolument incroyable. C'est une ville patrimoniale, c'est la ville de Raphaël, la ville des ducs d'Urbino, une ville riche, hein, perchée sur une colline, donc en fait, dans ses murs, une véritable splendeur. Et on nous a logés dans une cité universitaire construite par Giancarlo De Carlo, un truc incroyable, qui dégringolait la colline comme ça, et on avait des pièces superbes avec des jeux d'escalier, et on se perdait. Alors, on nous a expliqué que Giancarlo De Carlo, qui a été l'urbaniste et l'architecte, voulait qu'on se perde. Parce qu'il disait, voilà, quand les jeunes se perdent, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre et peut-être qu'il y aura des relations amoureuses, amicales qui vont se nouer. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'était un truc formidable. Et Giancarlo De Carlo est un immense urbaniste, c'est-à-dire à la hauteur de Manuel de Solà-Morales. Et j'ai eu la chance de le rencontrer beaucoup plus tard et de faire une interview pour la revue Urbanisme avec Thierry Paco. C'est quelqu'un qui me fascinait complètement. Donc, Giancarlo De Carlo a pris en charge toute cette ville et il a démontré comment on pouvait marier modernité, patrimoine, paysage. Et c'est une démonstration magistrale, magistrale. C'est-à-dire qu'en fait, on vivait dans une ville fortement patrimoniale, dans un paysage exceptionnel, et en même temps, les bâtiments, il y avait des traces de modernité, un peu comme font les Anglais. Nous, on est beaucoup plus pudiques, les Français, sur le mariage patrimoine-modernité. Donc, il intervenait, par exemple, les facs où on prenait des cours, c'était des bâtiments patrimoniaux avec des rajouts modernes pour les rendre confortables et aussi pour marquer l'époque. Donc, c'est un travail que j'aime beaucoup. Je pense que si j'avais exercé comme professionnelle, j'aurais aimé plutôt me centrer sur une ville, à la manière donc de Giancarlo De Carlo ou de Luigi Snozzi sur Monte Carasso. Luigi Snozzi suisse a travaillé sur cette ville pendant 30 ans, c'est-à-dire en faisant des petits ajouts, des petites interventions, en sauvant le patrimoine, en convertissant un bâtiment religieux en, en, en école. Donc, je trouve que c'est ce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on appelle projet urbain une opération d'urbanisme toute neuve dans son périmètre. Projet urbain, c'est pas ça. C'est exactement ce qu'a fait Giancarlo De Carlo ou ce qu'a fait Luigi Snozzi. Et je pense que notre époque devrait aller vers ça. Et c'est comme ça qu'on économisera l'espace, qu'on sera vertueux, qu'on sera identitaire, qu'on réutilisera des bâtiments. Mais c'est un travail qui implique la lenteur. Vous voyez, ça aussi, on a perdu. On a perdu le rapport à la lenteur. On veut tout réaliser très vite. Or, ces interventions dont je parle, que ce soit Urbino ou que ce soit Monte Carasso, c'est un travail sur la durée assez lent. On prend le temps et in fine, c'est fabuleux, quoi.
parce que c'est plein de petites attentions, de petits détails qui sont formidables, et on s'intègre dans un site. Moi, je rêverais que et je pense que beaucoup de jeunes urbanistes ont envie plutôt de faire ça aujourd'hui. Hmm. Mais, et en plus, tu fais plaisir à toute l'équipe de Volubilis, là, parce que euh, ton séjour à Urbino pendant un mois à travailler sur cette ville, c'est les workshops de Volubilis, les ateliers de Volubilis. Aïe, aïe, aïe. Dernière, c'était à Carthage et à Vaison, et effectivement, il s'y passe beaucoup de choses, et c'est extraordinaire, tous les travaux. Surtout, il y a un truc formidable à Urbino, c'est que c'est une université libre qui fonctionne été-hiver. Donc nous, les étudiants qui faisions de l'italien, on était mélangés Hmm. aux autres étudiants. Donc ça, c'est exceptionnel pour eux et pour nous. Et donc moi, je suivais des cours de philosophie et d'art. J'échappais à mes cours de langue et j'allais suivre d'autres cours. Donc ça, c'est aussi Un rêve. c'est Un merveilleux dans le rêve. mélange aussi Ouais, des mélanges des cultures. Je trouve que c'est important, hein. ouais, ouais. Et alors, tu as à travers, là on a parlé de la Méditerranée, mais tu as, tu as organisé des ateliers à New York, à Breda, à Berlin, à Madrid, etc. Et tu insistes beaucoup sur l'intérêt de l'exploration internationale. Tu dis que le détour international m'a toujours semblé indispensable. Est-ce que tu Déjà, peux nous en dire plus? oui, ben déjà, moi, je suis moi-même une héritière d'une diaspora. Mon père, c'était les familles chrétiennes de Syrie qui ont migré au Liban. Ma mère, c'est une diaspora juive internationale du monde entier qui a migré, migré, migré. Donc, si vous voulez, c'est dans les gènes de fait de se dire, parler des langues, rencontrer des gens de cultures différentes, c'est bien. Voilà. Au Liban, vous savez, les chauffeurs de taxi parlaient 5 langues super mal, mais ils parlaient 5 langues, hein. Et à la plage, dans les plages chics, on croisait des gens du monde entier. Donc, c'est une curiosité tout à fait naturelle, hein, pour, je dirais, ma classe pour l'époque et pour aussi, je dirais, la classe à laquelle j'appartenais. Donc, il y avait une sorte de mélange. Et c'est historique, hein. Si vous lisez des choses sur le Liban, Beyrouth a toujours, toujours été une ville extrêmement moderne, extrêmement cosmopolite, extrêmement libre, hein, avec des mœurs complètement dissolues. Donc, voilà. Alors, ma curiosité, déjà, je dirais, c'est dans mes gènes. Deuxièmement, je parle des langues, ça aide. C'est-à-dire que je parle assez bien l'anglais, je parle espagnol, je parle italien, et je trouve très, très intéressant d'essayer de parler la langue des autres parce qu'on rentre mieux en connivence. Et surtout, dans nos métiers, donc moi je suis principalement urbaniste, je suis architecte, mais je suis principalement urbaniste, et je pense que c'est très, très important de savoir ce que font les autres. Parce que non pas qu'ils font mieux, mais la France a des spécificités qui sont des supériorités, par exemple sur le fait d'avoir des structures d'aménagement que les autres n'ont pas, de savoir faire des projets extrêmement complexes que les autres ne savent pas, mais on est par exemple beaucoup moins bon sur le bottom-up, sur ça évolue beaucoup maintenant, parce qu'on se frotte aux autres, mais par exemple, les Berlinois, les gens d'Amsterdam ont inventé une sorte d'urbanisme temporaire absolument fabuleux, donc j'ai été voir. Les Anglais, avant nous, ont freiné les centres commerciaux. Depuis les années 90, ils ont arrêté les centres commerciaux périphériques. Donc moi, j'ai pas arrêté de faire des événements en faisant venir les Anglais, en disant: «Pourquoi on fait pas comme les Anglais? Ils ont arrêté les centres commerciaux périphériques, ils sont un désastre pour le territoire». Donc je trouve que ce frottement est très, très intéressant. J'ai beaucoup exploré aussi l'Espagne, bien sûr, parce que Bilbao, c'était fascinant. Cette mobilisation du monde économique, c'est le monde économique qui s'est mobilisé pour faire venir le Guggenheim, à l'époque où personne n'avait anticipé que faire la vie par la culture, c'était un moyen de la sauver. C'était très, très anticipateur. Peut-être que j'ai cette envie, bon, on m'a souvent dit: «Tu es chercheuse d'or». C'est-à-dire que j'arrive à trouver les pépites. Et quand je rencontre une expérience exceptionnelle, je pense à l'Emscher Park, par exemple, en Allemagne, moi j'ai eu tout de suite une sorte de. Pour moi, c'était un Big Bang. Et j'étais avec d'autres personnes qui disaient: «Mais non, on ne pourra jamais faire ça en France. Maintenant, tout le monde a envie de faire des IBA». Moi, ça m'avait marqué. Donc, je trouve extrêmement important de se frotter à d'autres, de voir comment ils pensent, comment ils résolvent des problèmes, et de se dire, non pas, on ne va pas copier, mais on va en tirer des leçons. Et c'est ce que, en fait, j'ai toujours essayé de faire ça au sein du ministère. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des patrons qui m'ont toujours laissé faire.
ont toujours laissé faire, des choses qu'a priori, Jacques le ministère ne fait pas. N'organise pas des voyages d'études à l'étranger, non, il ne fait pas. Et c'était intéressant parce que le fait de montrer ces expériences, bah, ça faisait bouger les lignes aussi en Mmh. France. On s'est Mmh. dit, ah mais ben, le développement durable, peut-être c'est toute la ville. C'était la leçon de l'M Sherpa et Breda. C'est Vrai, là. pas faire un Mmh. bâtiment vertueux, c'est Mmh. penser toute la ville, c'est économiser le territoire, Mmh. c'est travailler, créer des opérations qui densifient le centre-ville, c'est faire des espaces publics perméables pour récupérer l'eau, etc., etc. Mmh. Donc, Mmh. on se dit les autres, ils ont avancé un peu plus vite là. Ou alors, par exemple, Madrid. Madrid, il s'est passé, j'ai été en vacances avec mon mari. Et je voyais partout des placards, c'est réfugiés, welcome. Bon, déjà, je trouvais que c'était bien. Puis il y avait des placards sur venez vous réunir avec nous pour discuter de l'espace public, un tel, un tel. Je me dis, qu'est-ce qui se passe à Madrid? Parce que pour moi, Madrid, c'était la ville super en retard par rapport à Barcelone. Donc, je me renseigne et puis je découvre qu'il y a une maire exceptionnelle issue de la société civile. Et puis, elle avait sorti un livre extraordinaire que j'ai lu en français. Alors, je disais à plein de gens: «Oh là là, si je pouvais la rencontrer, moi j'aimerais bien», et un jour quelqu'un me dit: «Mais tu sais, c'est la femme de tel architecte, un copain à moi». Je dis: «Ah non, mais c'est pas possible». Donc j'appelle le gars et je lui dis: «Est-ce que tu crois que ta femme accepterait?» Il me dit: «Pourquoi pas? Viens voir». Donc on a eu un super contact. Et pourquoi je me suis intéressée à Madrid? À cause de cet engagement de cette femme, Manuela Carmena, pour le social. Pour, heu, pour faire la ville pour tous, mais vraiment profondément quoi, comme jamais j'avais vu ça. Un pouvoir citoyen, une personne très libre, très indépendante, exceptionnelle, exceptionnelle. Elle a créé une plateforme de participation. Il y avait 400 000 inscrits. 400 000. C'est-à-dire aucune ville au monde n'a eu ça, hein. Il y a 3 millions d'habitants. Et en fait, le système, donc je le raconte rapidement, donc les gens font des propositions et c'est comme sur Facebook, on like. S'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de likes, à ce moment-là, ils discutent entre eux, hein, les gens. La ville, elle n'intervient pas. Quand il commence à y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de likes, bah, la ville va étudier la faisabilité du projet et le mettre au vote. Mmh. Ouais, pour moi, c'était bluffant. Donc voilà, ça fait partie de ces aventures et de ces découvertes qui sont toujours, toujours exceptionnelles. Mais ça veut dire avoir en fait les écoutilles largement ouvertes et pas arriver avec des doctrines a priori. Mmh. C'est dire: «Ah bon, ceux-là, ils ont fait comme ça? Ah ben, c'est peut-être intéressant, on va regarder». Mmh. Voilà, pourquoi le détour international est important, Est important. européen surtout. Et comme tu le dis bien, il ne s'agit pas d'aller copier et rapporter, mais c'est un moment de réflexion très très important qui nous fait nous réinventer nous-mêmes à partir de la Exactement. différence avec les autres. On va maintenant aborder peut-être un deuxième grand sujet qui est complètement dans l'ADN de Volubilis, qui est le paysage. Tu as dit, tu as écrit à Beyrouth, à l'école d'architecture, j'étais très gêné par l'absence de la formation sur le paysage. Mmh. Voilà. Et je crois que eh ben, Mmh. depuis, tu t'es bien rattrapé, me semble-t-il. J'ai essayé. En fait, j'ai été étrangement très marquée par mes lectures américaines, parce que j'étais inscrite dans une librairie dans une bibliothèque américaine et j'avais lu beaucoup Frank Lloyd Wright, Richard Neutra qui parlent beaucoup du paysage et dont l'œuvre est profondément, inscrite dans le paysage. Donc et je trouvais que nous, c'était jamais le sujet. C'est-à-dire que moi, quand on me proposait un sujet, je me disais: «Mais où on est et comment on travaille avec cette géographie? Comment on traite les espaces publics?» C'était pas du tout dans la formation. Donc quand j'ai terminé mes études, j'ai eu droit à une bourse et je voulais, venir en France faire du paysage. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'école du paysage. Il fallait s'inscrire au CNERP et c'était pas possible. Il aurait fallu que je m'inscrive, en juin. J'ai passé le diplôme en juillet. Alors, je rencontre des gens du CNERP qui me disent, «Bah, écoutez, pourquoi vous n'essayez pas de vous inscrire à l'école d'archi à l'UP6 où il y a la SUS?»
Donc, je m'inscris à UP6, ceci étant, c'est le seul diplôme qui m'ait jamais servi et où j'ai absolument rien foutu parce que UP6, pour avoir le diplôme, franchement, c'était super facile, hein. Mais je me suis bien amusée parce que j'ai rencontré les Alexandrov qui travaillaient sur le solaire, Candidis et surtout Bernard Lassus, que j'ai fait presque toutes mes unités avec lui. Pour moi, c'était fascinant parce que Bernard, il m'a appris à regarder, à comprendre où on est, à lire le paysage, à le décoder. En plus, il y a beaucoup, beaucoup de concepts de Bernard Lassus que j'ai portés pendant très longtemps, que j'ai défendus sur Marseille. Par exemple, le concept du contraste retardé, qui est un truc formidable, le contraste retardé. Le contraste retardé, par exemple, ça s'explique parfaitement si vous pensez au château Saint-Ange à Rome, où on voit le rocher très très brutal qui progressivement devient un mur lisse et après se met à se travailler. Ou alors le château, par exemple, il y a une forêt, après il y a des arbres plantés régulièrement, puis des arbres en espalier, et on s'approche et on a des arbustes taillés pour arriver au bâtiment. Ça s'appelle le contraste retardé. Et je trouve que Bernard Lassus avait vraiment des concepts extraordinaires. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec lui, ce qui fait qu'après, quand j'ai travaillé à Marseille, moi j'ai fait venir Bernard Lassus sur beaucoup de sujets qui étaient les miens. J'ai essayé de le vendre, c'était très difficile parce qu'on m'expliquait que c'était cher. Je disais, ah ben oui, vous savez, une bague en fer blanc et une bague en diamant, c'est pas tout à fait la même chose. C'est des messages très difficiles à faire passer à Marseille. Donc, avec Bernard, on est arrivé à faire une passerelle superbe qui ne s'est jamais terminée. Bon. C'est très souvent comme ça à Marseille, hein, parce que par exemple, le cours marseillais, c'est un boulevard haussmannien qui n'est pas terminé. C'est l'art des Marseillais. Bref. Et donc, moi, j'ai été très, très lassusienne. Je parlais lassusien, c'est une langue, hein. Et puis plus tard, quand j'étais au ministère, donc je suis arrivée à faire, surtout, alors je vous montre parce que j'aime beaucoup, y compris la couverture, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc, l'autre rencontre, c'était Michel Courajou. Donc, je lui ai proposé de faire avec moi Penser la ville par le paysage. Et c'était magnifique. J'avais fait parler aussi Alain Marguerite, qui est méditerranéen. J'avais fait parler Georges Descombes, qui est suisse, Michel Desvignes, bien sûr, un Américain, Mario Gandelsona, avec lequel je travaillais beaucoup. Donc, ça a été un événement qui a beaucoup marqué et qui énervait énormément les urbanistes parce que j'avais mis les paysagistes en avant. Après, j'ai fait pire, hein. J'ai fait penser la ville par la lumière, alors là, ça les a encore plus énervés. Et puis ensuite, j'ai fait penser la ville par l'art contemporain. Alors là, ils m'ont dit, non, là, c'est pas possible, c'est inacceptable. Parce que mon hypothèse, dans les trois cas, c'était les paysagistes, les concepteurs lumière, les artistes. D'abord, travaillent en centre-ville. C'est toujours comme ça que ça commence. Ça s'élargit, et on imagine qu'ils peuvent apporter le concept urbain. Donc moi, j'ai été jusqu'à dire, notamment avec Dany Caravane, avec laquelle je suis devenue très amie, que l'artiste peut suggérer l'idée du projet urbain. Bon, là, j'avoue que... Et pourtant, le bouquin était vendu dans les musées, et il y a eu des thèses sur penser la vie par l'art contemporain. Mais je reviens au paysage. Donc, le paysage, pour moi, c'était une très, très grande conviction, et notamment, je me suis toujours intéressée à la ville périphérique. Par la suite, moi, j'ai fait un livre sur les grands territoires, et maintenant, je suis centrée sur ce que j'appelle les territoires oubliés, agir sur les territoires oubliés. Et pour moi, l'hypothèse était que les paysagistes étaient plus à l'aise, hors ville constituée, que les urbanistes d'origine architecte. Parce qu'ils ont le goût du vide, ils ont l'habitude du vide. Et donc, j'ai demandé à Courajou s'il acceptait de faire ce truc avec moi. Bon, ça a été le début d'une très, très grande amitié, et puis c'est quelqu'un d'inoubliable, absolument inoubliable. Donc, je pense que c'était important de le dire, mais pas de manière corporatiste. Moi, je ne suis pas corporatiste. J'ai une formation d'architecte, mais je pense que est urbaniste qui a un état d'esprit d'urbaniste, ça peut être des sociologues, des géographes, etc. Et je ne pense pas non plus que penser la ville par le paysage soit l'apanage des paysagistes, hein. Ça peut venir d'un maire, ça peut venir d'un architecte. J'en pense à Frédéric Bonnet qui pense la ville par le paysage, évidemment. Donc, je ne suis pas du tout, je déteste ces cases. Je pense qu'il y a ce concept de penser la ville par le paysage qui est essentiel et qui peut venir de différents moyens.
je voudrais citer une chose que je trouve admirable. C'est le travail de Michel Desvignes sur ce territoire où j'ai beaucoup investi, qui n'est pas du tout méditerranéen, c'est le bassin minier. Donc la chaîne des parcs, réalisée par Michel Desvignes à partir des terrils, c'est une merveille absolue. Mais c'est une idée de Jean-Louis Subillot, au départ. Il est économiste, et c'est lui qui a eu l'idée. Et il a travaillé avec Desvignes. Donc, c'est pas l'apanage des paysagistes, voilà. C'est vraiment la doctrine vers laquelle il faut aller, et puis c'est tout. Ce ne sont pas les paysagistes qui ont fait le paysage, en effet, et on est parfois obligé de le répéter. Si tu me permets, ce que j'ai lu récemment, un roman qui parle du paysage comme personne ne sait en parler, à part peut-être Michel Courajou, décédé, c'est Serge Joncourt, La Oui. nature humaine, prix féminin, prix donné par exclusivement des femmes. C'est une merveille absolue, parce qu'il parle de la vie d'un agriculteur, et la manière dont cet homme parle du paysage, du territoire, du rapport aux animaux, de la difficulté de vie des agriculteurs, puis c'est eux qui font le paysage, de la manière dont les opérateurs commerciaux mettent les agriculteurs en situation de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est-à-dire avoir plus d'animaux, planter des choses plus variées, etc. Donc, vraiment, puisque vous êtes une association sur le paysage, il faut lire ce livre, il est d'intérêt public. Il y a des moments, quand Serge Joncourt parle du paysage, on a des larmes aux yeux, hein, tellement c'est beau. Merci Ariela pour ce beau conseil. Et je conseille à tous aussi de lire Penser la ville par le paysage. Je me souviens il y a 2 ans peut-être, une année, on était tous les deux au jury du Grand Prix du paysage, je crois. Et il y a eu ce débat sur l'axe de Cergy, de Dany Caravane. Et il ne l'a pas eu. Et je crois qu'on était tous les deux sur la même ligne. Oui. C'est une grande œuvre de paysage. Ah, c'est magistral, hein. C'est magistral. Alors Dany, je l'ai rencontré parce que j'ai animé un débat pour la fermeture de l'établissement public en charge de l'aménagement de Cergy, et ça a été une vraie rencontre. On a la même date anniversaire aussi, à beaucoup d'années différence, il est beaucoup plus âgé que moi. C'est un être d'une créativité incroyable. Alors, il faut quand même noter qu'il est fils de paysagiste, qui n'est pas tout à fait neutre. Il a été formé par son papa au paysage. Intéressant. Il me l'a expliqué. Et puis, un urbaniste de Cergy, en fait, il devait faire cet axe. Et ils ont essayé avec des paysagistes, ça ne donnait pas des résultats formidables. C'est une boucle de la Saône, non, de la Saône, La Seine. De la Seine, de la Seine. Voilà, je fatigue. Alors, c'est un des urbanistes qui avait vu l'exposition de Dany Caravane à Florence avec le rayon laser, qui a été le voir et qui lui a dit « On aimerait que vous veniez dessiner ce projet » qui fait quand même plusieurs kilomètres de long. Et Dany, il me raconte l'histoire, il me dit « Ce jeune homme était absolument charmant, je parlais à peine français, et je me suis dit qu'il était pété, quoi. Moi, je ne fais pas ça. Alors, mais comme il était très aimable, je lui dis, il a insisté, oui, c'est l'Oise, excusez-moi, bien sûr. Et il est venu voir, et ça l'a fasciné, et il a fait une petite maquette. Et cette maquette devait être montrée à Jacques Lang. Jacques Lang avait prévu de la voir en 10 minutes. Quand Jacques Lang a vu la maquette, il a eu un coup de cœur, il a débarrassé son emploi du temps, il est resté bosser avec l'équipe et Dany. Et il a dit, on le fait, on va trouver l'argent pour le faire. Et ça a pris 30 ans. Dany m'a dit, moi je pensais qu'en 2 ans ce serait fini, 30 ans peut-être plus, il vient de terminer. Et c'est magistral. Alors quand il raconte, c'est très intéressant par rapport au paysagiste, parce qu'il est arrivé et il a dit, il faut exaucer le chemin. Alors on lui dit, pourquoi ? Il dit parce que le terrain me le demande. Alors, il était incapable d'expliquer. Il dit, je ne savais pas, vous ne pouvez pas l'expliquer. C'était une intuition d'artiste et vous ne pouvez pas expliquer. Et étrangement, l'établissement public l'a suivi. Et une fois réalisé, on comprend. Parce que la vue sur la boucle de l'Oise est complètement différente. On voit jusqu'à la Défense.
Donc c'est en ce sens que… Mais quand j'ai fait penser la ville par l'art contemporain, je n'ai pas dit que tous les artistes pouvaient faire ça. Yann Kersalé, oui. Yann Kersalé est un artiste qui voit dans l'espace à très très grande échelle et qui a un apport sur penser la ville par l'art contemporain magistral. C'est le cas de Dany Caravane, c'est pas le cas de tous les artistes. Donc, en ce sens, c'est intéressant d'échanger avec eux parce qu'ils ont des intuitions euh, inimaginables. Moi, je disais que parmi les concepteurs, le plus libre de tous, c'est l'artiste. Mm. Complètement libre. Donc, parfois, il peut vous apporter une suggestion auquel personne n'aurait pensé, quoi, et qui est la bonne. Mm. Donc, en fait, sans être, comment dire, moi, j'en fais pas une doctrine. Je dis, ça vaut vraiment la peine, quand on a des projets complexes, de faire appel à des artistes. Oui. Il y a une autre forme d'artiste pour lesquels tu as une grande admiration. Et c'est pas forcément courant hein, dans les services de l'État au niveau central, mais tu témoignes souvent d'une grande admiration pour les élus qui portent les projets, qui prennent les risques des projets, qui ont des visions à long terme. Voilà, j'ai l'impression que tes relations avec les élus des villes sur lesquelles tu as travaillé t'ont amené à avoir un regard sur eux que je trouve très intéressant et assez rare. Alors, en matière de projets urbains, au travers de toutes les expériences que j'ai faites en Europe et à New York, parce que j'ai fait un atelier sur le travail de Bloomberg à New York avec Jean-Louis Cohen. Ça a J'y été une étais. opération extraordinaire. Travailler avec Jean-Louis Cohen, Mm. c'est merveilleux. Mais c'était Bloomberg. Eh oui. Je veux dire, de Blasio ne fait pas aussi bien. Mm. Alors, je ne connais aucune expérience dans le monde, aucune, euh, où les territoires bougent sans un engagement majeur des élus. Ça n'existe pas. J'ai essayé de le trouver. À un moment donné, à Nice, c'était intéressant parce qu'il y avait des urbanistes remarquables qui n'étaient pas portés par le pouvoir politique et ils commençaient à faire des choses. Je me suis dit, bon, ben là, ça va me faire mentir, mais pas du tout, ça s'est cassé la gueule. Il a fallu qu'Estrosi arrive, que c'est un bon maire, et il fait des choses. Donc, je connais, et je dirais, moi, mes échecs, parce que j'ai eu que des échecs à Marseille, malheureusement, hein. À part d'avoir, à l'agence, on a quand même, je crois, participé à initier Euroméditerranée, en montrant le potentiel. Mais vraiment, c'est toujours cassé la gueule, toujours, 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 toujours. Parce que politiquement, on n'était pas porté et qu'on se battait avec les services techniques, c'était toujours les logiques techniques qui gagnaient. Pour surmonter les silos professionnels, les silos techniques, il faut être porté par des maires qui ont envie de faire quelque chose. Toutes les expériences que j'ai vues, que ce soit Bilbao, Gênes, le maire exceptionnel, dans une situation catastrophique, il a remonté sa ville, que ce soit Amsterdam, que ce soit Berlin, il n'y a pas d'expérience où les villes bougent sans un engagement majeur des élus. Alors, en 89, avec Jean Frébault, qui dirigeait la direction en charge de l'urbanisme et de l'architecture à l'époque, on avait initié un grand colloque à Strasbourg avec Catherine Trottmann sur le projet urbain, qu'on ne savait même pas si c'était un concept vraiment porteur. On a eu 650 personnes, et quatre ministres et tout. Mais le plus intéressant, c'est qu'on était avec Catherine Trottmann qui s'était lancée dans le tram. Et elle prenait un risque énorme, hein, parce que c'est la première qui a fait ça. Elle prenait un risque énorme parce qu'elle avait tous les commerçants contre elle et tout, et elle a tenu bon. Et finalement, elle a été réélue. Mais le propos de Catherine Trottmann, c'est le projet urbain est une violence pour la ville. C'est une violence parce qu'on détruit des choses, on détruit des habitudes. Même si c'est pas terrible, les gens sont habitués à un paysage, à un mode de vie. On va leur changer, on va dépenser de l'argent. Donc c'est une violence. L'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'étais à Marseille et on avait un adjoint au maire que j'aimais beaucoup, en charge de l'urbanisme, Jean-Victor Cordonnier, qui a été viré pour des raisons que je ne commenterai pas, mais qui, à mon avis, sont fallacieuses. Avec lui, on avait bien travaillé. Et je lui avais montré ce que j'avais proposé sur la porte d'Aix, parce que depuis le début, je pensais qu'on pouvait recomposer la porte d'Aix et créer du foncier, en fait. Créer du foncier pour faire, il voulait faire un palais des congrès ou quoi. Bon,
Alors, j'essaye de le convaincre et je lui dis: «Mais je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous ne décidez pas? Parce que en fait, vous gagnez je vous fais gagner du foncier». Alors, il m'a répondu ça. Il m'a dit: «Vous savez Ariela, vous êtes en train de me demander de prendre une décision qui va changer le destin de Marseille sur des décennies. Je vais changer les habitudes des gens, je vais dépenser de l'argent. Vous ne croyez pas que j'ai besoin de réfléchir?» J'avais 32 ans. Honnêtement, je me souviens de ces mots un par un parce que j'y avais jamais pensé avant. Hmm. Je pensais que, bah, ouais, quoi, je lui propose un bon projet, je vois pas pourquoi il le fait pas. Et ben ça m'a marqué parce que je me suis dit: «La prise de risque, c'est celle de l'élu. C'est pas moi qui prends le risque, c'est lui qui va payer les pots cassés». Je sais à quel point, pour avoir fait des stages sur la prise de décision est une chose très difficile. Elle est presque anormale chez l'individu. Prendre une décision, c'est fermer les horizons, OK? Donc c'est très difficile. Alors, je pense que quand un élu prend la décision de modifier sa ville, de un projet ambitieux, il prend un risque et ce risque, j'avais fait aussi ce stage qui m'avait beaucoup intéressée sur la prise de décision. On ne peut jamais garantir à un élu que sa prise de risque va être gagnante. Jamais, jamais, c'est impossible. Même sur le sujet le plus banal heu, qui est, quand vous aménagez l'espace public, ça crée des investissements privés. Et les gens sont contents. Il ne faut pas oublier que Gérard Collomb, quand il a refait les berges du Rhône sublimes, hein, maintenant les berges de Saône, il y avait 95 de satisfaction. Et que pour un élu, il n'y a rien de plus payant que faire l'espace public. Mais on ne sait jamais, dans une autre ville, ça peut ne pas marcher. Donc, je trouve que les élus sont dans des situations de prise de risque, surtout aujourd'hui, qui sont énormes. Donc, moi, je suis très admirative, non pas de tous les élus, mais de ceux qui s'engagent. Je suis très admirative de Johanna Rolland à Nantes, qui est quelqu'un d'étonnant, quoi. Je veux dire, qui poursuit cette démarche de régénération de cette ville, que j'ai connue moi avant ces réaménagements. Donc, je pense que c'est pas facile, hein. Et le contexte actuel, c'est pire que jamais. C'est pire que jamais. Pourquoi? Parce que les gens s'opposent à tout, absolument à tout. Donc, puis parce que maintenant, la doctrine de la ville verte fait qu'il ne faut plus construire. Alors, on va loger les gens où? Je ne sais pas. Et les gens pauvres, on les met où? On ne va pas construire. Il y a 2 jours, j'avais organisé un 5 à 7 avec Emmanuel Cos et il y a un intervenant de Lille qui m'écrit pour me dire: «Mais moi, Emmanuel Cos, elle a soutenu Martine Aubry. Martine Aubry veut réaliser le projet de Saint-Sauveur». Oui, 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 elle va réaliser le projet de Saint-Sauveur. Le projet de Saint-Sauveur relie le rallye au centre, hein, et en tout cas, elle faisait un parc dedans avec une friche culturelle qui marche très bien. Je lui dis: «Mais tu veux quoi alors? 27 hectares de parc?» «Oui, 27 hectares de parc». Bon, OK. Et je lui dis: «Et les gens, on les loge où?» «Ah ben en périphérie». Hmm. Et l'Écosse a dit: «Et pourquoi les gens modestes n'ont pas le droit d'habiter l'île?» Donc il y a tous ces débats. Donc c'est très compliqué. C'est Ouais. très compliqué. Je trouve que pour les élus, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Alors, je suis très admirative de ceux qui continuent à s'engager. Merci pour cette lucidité, Ariela. Avant de passer peut-être à quelques questions et un petit résumé des questions du chat, euh, tu vas publier prochainement un livre dont le titre nous attire bigrement et nous interpelle, La ville pas chiante. Ça nous Absolument. plaît bien en plus. Alors, qu'est-ce que Alors, c'est? en plus, je ne suis pas toute seule, hein. J'ai écrit avec Antoine Petitjean, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un jeune architecte, et avec lequel je travaille depuis des années. Mais enfin, c'est une idée que je porte depuis assez longtemps. Alors, pourquoi est-ce que j'ai sorti ce titre? Parce qu'en fait, il y a dans beaucoup, beaucoup d'opérations d'urbanisme, j'ai trouvé qu'on s'ennuyait beaucoup. En particulier dans les projets, les écoquartiers, notamment l'écoquartier le plus connu au monde qui est Amarby à Stockholm, c'est mortel. Mortel. Il n'y a aucun endroit où vous avez envie de vous asseoir, de regarder, c'est bien fait, c'est impeccable, ils ramassent les ordures, c'est super. Il y a une chaufferie qui récupère les ordures et qui redistribue dans le quartier, mais on s'ennuie.
À Zurich, j'ai été à Zurich parce que je travaillais sur ville et voiture. Ils ont une très bonne politique sur le rapport entre la ville et la voiture. Mais ils font des espaces publics surdimensionnés, et la ville ne prend pas. Alors, on me dit, mais c'est parce que les Suisses, ils ne vont pas dans les cafés. Je dis, c'est pas vrai, parce que dans le reste de Zurich, ils vont dans les cafés, les Suisses. Hein, ils aiment bien, comme tout le monde. Mais quand on leur crée des espaces publics distendus, ils n'y vont pas. Et quand on regarde la production actuelle avec les macrolos, toutes les villes se ressemblent, c'est épouvantable. Je trouve que la production actuelle, il y a beaucoup de qualité architecturale, il y a des choses très intéressantes. Mais quand on pose la question à des urbanistes, quelle est l'opération d'urbaniste qui vous a fait faire tilt? Eh ben, on ne trouve pas beaucoup. Alors, on trouve Hambourg, où c'est magnifique, je suis d'accord, avec beaucoup très, très souvent, c'est dans l'existant. Certaines parties de l'île de Nantes, Bornéo, le quartier Bornéo à Amsterdam, oui, on n'en trouve pas tant que ça. Hein. Donc, en fait, j'ai voulu essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'on faisait une ville, entre guillemets, chiante, même si le terme n'est pas très sympathique. Mais je ne voulais pas, on m'a demandé de le remplacer par une ville plus animée. J'ai dit non, 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 parce qu'il y a des endroits pas animés qui sont super sympas et qui sont calmes, qui sont super sympas. Alors, cet ouvrage commence par faire la ville par le paysage, mais il parle de la ville permissive, il parle de la ville solidaire, c'est très important. Une ville pas chiante, c'est une ville qui mélange les gens. Il parle de la qualité des rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée la ville, qui est un sujet sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, fait aussi un livre. Il parle aussi de la ville qui est jamais finie, sur laquelle on intervient en permanence, par petits bouts. Il parle de la vie productive. Comment est-ce qu'on garde le travail dans la ville? Donc voilà. Alors on a essayé de faire un livre qui n'est pas trop bavard, qui parle français simple. Merci, merci. Alors avec pas mal de témoignages. Il n'y a pas tous les mots magiques. Ouais, non, alors moi, la novlangue, quand je peux éviter, j'évite. Hein. Je déteste la novlangue. C'est-à-dire que si je prends un livre et si ça commence par la novlangue, je laisse tomber parce que je dis, bon, ça va, je sais. Quoi. On n'a pas entendu un seul de ces mots. J'espère qu'il n'y a pas de novlangue. Comment? Non, on n'a pas entendu un seul de ces mots qu'on entend partout en ce moment. J'essaye parce que je trouve que dès qu'on l'entend, l'attention baisse. Hein, je me dis, il y a tout qui va sortir là. Je peux tous te les réciter à la fin. Mais... Oui, c'est ça. Ça. Alors, on a essayé aussi, c'est amusant, parce que dans l'illustration, ça a été très compliqué. Parce que vous demandez des illustrations aux gens, ils vous envoient des choses qui n'illustrent pas leurs propos. Je prends un exemple, et c'est une équipe que j'aime beaucoup, hein, l'AUC, ils sont super. Je les ai fait parler des rez-de-chaussée de la ville. Alors, ils m'envoient des images, je ne comprends rien. Je leur dis, je ne comprends rien. Mais par contre, à Lille, vous avez réutilisé une halle magnifique, vous êtes arrivé à en faire un lieu de restauration. Est-ce que vous n'avez pas une image qui montre la halle ouverte avec les gens? Et il a fallu s'y reprendre. 10 fois maintenant, on l'a l'image, ils l'ont l'image. C'est assez amusant parce que les concepteurs, en fait, m'envoient des images, il n'y a personne. Jamais personne. Mais moi, je parle de la ville pas chiante. Vous m'envoyez des images de personne. Donc, ça a été... Et c'est intéressant parce que dans les allers-retours avec les gens avec lesquels on a travaillé, il y a eu cette exigence sur l'iconographie pour que l'iconographie parle d'elle-même. Vous voyez? Qu'on donne envie tout de suite qu'on comprenne. Et je pense qu'on va y arriver. J'espère. Hein, j'espère. Alors, c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau parce qu'un des soucis qu'on a aujourd'hui, c'est que il se dit des choses en urbanisme, hein, dans la grande presse, qui ne sont pas exactement ce qu'on a envie de dire. Des choses un peu simples. Par exemple, il y a la ville du quart d'heure, il y a la ville verte où on ne construit plus, il y a la fuite des métropoles. C'est ça qu'on entend. Hein, c'est ça qu'on entend. Et nous, on a des discours plus compliqués. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut parler français, quoi, un truc un peu simple pour faire passer des messages à la fois qui sont bien nourris, mais qui sont simples et qui ne se réduisent pas à des solutions uniques. Parce que c'est ce que je crains, c'est-à-dire je crains aujourd'hui qu'il y ait des propos dominants, un peu simplistes, qui font école et qui prétendent résoudre tous les problèmes de la ville. La ville, c'est compliqué, c'est lent,
il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a des habitants qui font des choses, il y a de plus en plus d'initiatives. Elles sont toutes Il différentes. faut qu'on arrive quand même à quelques convictions simples. Je donne un exemple. Moi, le jour de la remise de mon Grand Prix, j'ai dit, je suis trop vieille pour aller sur les réseaux sociaux, ça m'ennuie, j'ai pas le temps. Mais il faudrait faire passer des messages simples. Je prends un exemple qui concerne Marseille. Il y a quelques années, il y a des flammes qui se sont approchées de Marseille, hein. Marseille était en danger. Il y a eu Et la même année, en même temps, il y a des gens qui sont morts dans les autoroutes du Portugal, hein. Et le lien avec l'étalement urbain, il est évident. Oui, bien Et sûr. personne ne le disait. Je me disais, on ne peut pas tweeter ça, parce que des messages simples, c'est que l'étalement urbain, ça fait des inondations et ça fait des incendies. C'est quand même un message qu'on peut faire passer. Donc je me dis, il faut qu'on arrive à s'exprimer à la fois simplement, mais avec des appuis solides, je dirais, scientifiquement. C'est pas simple. Alors, on l'a essayé, maintenant, on verra l'accueil du livre. Vous savez, un livre d'urbanisme, si ça dépasse 3000 exemplaires, on est très content. Alors, Oui, oui, oui. Mais Inch'Allah. celui-là, je pense qu'il va les faire. Tu te rends compte, on est exactement à l'heure, pile. Hein, Parfait. tu sais, les Piémontais, ça touche la Suisse. Hein. Il y a quelqu'un qui dit Sur merci la à ville. Alfred Peter. Je n'ai pas cité Alfred Peter, c'est une Ah merveille. oui, oui, alors il faut que tu en parles. Mais Ah juste ben un mot ouais, sur la ville pas Alfred chiante. Peter, c'est la merveille du siècle. Ce qu'il a, Alfred, c'est un optimisme à toute épreuve, une bonne humeur à toute épreuve. Et il est arrivé à faire des choses magnifiques aussi à cause de ça. Moi, on l'a fait venir sur les Alpes-Maritimes. Là. Il a fait le boulevard de Cannes-sur-Mer et il a séduit le maire avec sa bonne humeur, son enthousiasme. C'est un être merveilleux. Voilà. Alors, j'essaye de voir. Merci beaucoup, Ariella, pour ce panorama des villes du monde entier, avec des références de grands urbanistes et architectes. Alors, il y a une question sur que pensez-vous des espaces publics des retail parks? Des retail parks. Alors, le retail park, c'est un centre commercial. OK ? Moi, je suis contre les centres commerciaux depuis 20 ans. Je les combats, j'ai écrit contre. Et quand j'étais au ministère, j'ai fait aussi un événement en disant est-ce que le commerce va tuer la ville? Et je n'arrêtais pas d'évoquer Europa City contre lequel je me suis battue. Europa City porté par l'État à l'époque. Et mon boss, il m'a dit fais attention Ariella, parce que peut-être que je ne pourrai pas te protéger. Et in fine, j'ai gagné la bataille, hein, parce que c'est annulé. Donc moi, je pense que la catastrophe quand même de notre époque, c'est les retail parks, les centres commerciaux qui détruisent la campagne, qui détruisent les villages. Alors, les Anglais, ils font plus ça que dans les centres. Je peux vous donner un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est ça la question, mais si en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Il m'est arrivé d'aller au MAPIC. Alors, le MAPIC, c'est le meeting des centres commerciaux. C'est ennuyeux à un point que vous ne pouvez pas savoir. Et alors, vu que je ne me sentais pas très concernée, je regarde tous les projets et je me dis vraiment, il y a 3 catégories. Il y a la catégorie high-tech, il y a la catégorie néo et il y a les projets anglais. Alors, je m'explique. La catégorie high-tech, c'est les trucs avec des vitrages, des trucs genre Dubai Mall. Ouais, je connais Dubaï. Mais alors, ils se ressemblent partout dans le monde. Hein. Et la catégorie néo aussi, ça se ressent partout dans le monde parce qu'en fait, ils copient l'Italie. Ils copient l'Italie, les villes italiennes. Et c'est entouré de parkings. Et puis quand on tombe sur un joli projet, il est anglais. Pourquoi? Parce que les Anglais ne font les centres commerciaux que dans les villes. Et qu'ils sont obligés de fabriquer du tissu urbain, donc ils se relient à l'existant. Ils sont supposés aussi travailler avec les commerces existants pour ne pas les contrecarrer. Et ils doivent avoir des transports en commun. Donc il n'y a pas le parking autour. Hein. Et c'est assez rigolo. Hein. Je veux dire, si vous faites l'expérience du MAPIC, c'est saisissant à cet égard. Donc, je ne sais pas trop si c'est ça que la personne désire. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ah, les tissus pavillonnaires. Ah, ok, les tissus pavillonnaires. Alors, sur les tissus pavillonnaires, moi, c'est le sujet sur lequel j'ai le plus investi, en fait, puisque avec mon mari, on était franchement jeunes. Je
pense qu'on avait 26 ans, entre 26 et 28 ans, on a écrit le guide technique des lotissements pour le ministère. Parce que le seul stage qu'on avait trouvé, c'était en Lorraine. Vous voyez, ça nous éloigne beaucoup de la Méditerranée. J'ai beaucoup aimé la Lorraine. Sébastien, tu parlais de la gentillesse des gens. Tu ne peux pas imaginer ce que les gens sont gentils en Lorraine, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'ils sont profondément gentils, mais ils ne sont pas expansifs. Et on a adoré travailler en Lorraine, à part le climat qui est une horreur. À part ça, c'était vraiment très chouette. Donc, on bossait sur la qualité des lotissements. Le ministère a su ce qu'on faisait. Ils nous ont fait écrire un livre là-dessus. Et après, j'ai été recrutée au ministère pour travailler sur la qualité des lotissements. C'était une catastrophe parce qu'on a vraiment essayé avec ma collègue Marie-Line Maud d'évangéliser la France et il n'y avait rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que qu'est-ce qui se passe avec les lotissements? Alors, il y avait des opérateurs qui faisaient une ou deux belles opérations de temps en temps. Mais, grosso modo, c'est un système qui marche très bien. Pourquoi? Ça me ramène à un propos sur le développement durable. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut trouver l'économie du développement durable. Parce que si vous faites des lotissements loin de la ville, comme toujours. D'ailleurs, le prêt à taux zéro, ça favorise ça. Hein. Les politiques publiques, les contradictions des politiques publiques, on pourrait en parler pendant des heures. Donc, lotissement en dehors des villes. Le maire qui accueille le lotissement, au départ, il est très content. Les habitants, ils sont super contents, ils n'ont pas acheté très cher, le lotisseur, il est très content. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que le maire, les habitants vont lui demander plein de services qu'il ne peut pas remplir. Donc, ça devient une catastrophe. Les habitants, leur maison ne vaut rien. Au bout de quelques temps, ils n'arrivent pas à les revendre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Vitrolles, à côté de Marseille. Et puis, ils ont du mal à se déplacer. Ça leur coûte cher. Ils sont arnaqués. Mais qui a gagné? Le lotisseur. Il a gagné. Donc, le modèle général du lotissement est un désastre, mais il y a quelqu'un qui gagne du fric là derrière. Et il continue à pouvoir gagner du fric. Et il ne va pas améliorer la qualité des lotissements parce que ça. Alors, il y a quelques opérations, on fait des efforts. Mais déjà, les lotissements, je me rappelle Michel Courageux qui disait il ne faut pas que le mari puisse rencontrer l'amant. Je trouvais ça tout à fait délicieux. Les lotissements, le mari rencontre l'amant, ça c'est sûr. Parce que comme ce sont des impasses, si vous rentrez là-dedans, tout le monde sait ce que vous faites. Donc je pense que ça ne s'améliore pas. Et Dieu sait qu'on a fait des efforts pour que ça s'améliore. Donc moi je pense surtout qu'il faut faire des greffes urbaines, c'est-à-dire qu'on doit étendre les villages, recomposer, réutiliser des bâtiments existants, tricoter l'existant. Et à ce titre, il y a quelque chose que je n'ai pas dit sur Barcelone et qui me tient très à cœur, c'est que les Barcelonais, ils font de l'architecture comme projet urbain. C'est quoi l'architecture comme projet urbain? C'est établir des liens avec l'environnement. Vous avez un bâtiment qui va rattraper le haut, le bas, qui va rejoindre les fils, vous voyez, que vous traversez. Ils sont très forts à cet égard. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Il y avait une autre question sur considérez-vous Marseille comme une ville pas chiante? Ah oui, j'ai bien aimé cette question. Ouais. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une ville pas chiante, Marseille. Mais parce que c'est le bordel. Donc, les villes où il y a du bordel urbain, c'est pas chiant. Mais ça dépend où, hein, quand même. Et pour certaines personnes, c'est dur. Hein. Je veux dire, les gens qui habitent dans le quartier d'Aubagne, là où ça se casse la gueule, et ils meurent sous les bâtiments, c'est chiant. Les grands ensembles, c'est très chiant. Et Dieu sait on a essayé de les arranger. Hein. Je pense notamment à la Bricarde, où j'ai travaillé avec Anna Marguerite, qui a fait un boulot sublime sur la Bricarde. Et puis, avec le maire précédent, ça n'a pas été entretenu, ça s'est cassé la gueule. Hein. C'est dommage. Mais disons, le tissu ordinaire de Marseille n'est pas chiant. Pourquoi? Parce que les villages sont pris dans l'urbanisation. C'est super sympa. Moi, quand ma fille est née, moi j'habitais à la cité radieuse du Corbusier, à côté de Sainte-Anne. On m'a dit on va l'appeler Caroline de Sainte-Anne, que les gens habitent le village. Ça, c'est assez chouette. Et puis, c'est le mélange des genres à Marseille. C'est le fait qu'on juxtapose des choses qui ne vont pas ensemble. Et c'est ce que j'appelle le désordre magnifique. Mais il faut savoir le magnifier, parce qu'il y a quand même c'est une ville en mauvais état. Moi, je ne m'en rendais pas compte quand j'habitais Marseille. Mais quand je suis venue habiter la Côte d'Azur, chaque fois que je retourne à Marseille, j'ai l'impression que la ville se casse la gueule. Vous savez, vous ne vous rendez pas compte. Quand vous vivez dans un endroit qui est en mauvais état, vous avez pris l'habitude. Par exemple, ce magnifique travail sur le Vieux-Port, c'est magnifique, hein, je trouve, ce qu'on fait des vignes et les Foster, les ombrières, c'est magnifique. Donc, c'est bien aménagé. Vous allez la rue derrière, juste la rue derrière. C'est incroyable. Je veux dire, l'état de déliquescence, d'abandon. Je veux dire, ça, c'est quand même chiant, quoi. Ce sont en mauvais état.
Mais sinon, ça a toutes les qualités pour être une ville pas chiante. Alors, c'est que vous avez parlé d'Alberto Magnaghi. Oui, bien sûr, Alberto Magnaghi, non, il n'est pas des... Pourquoi il serait décrié? Tu te rappelles, Sébastien, quand Oui, on a parlé ensemble, c'était on a génial habité à avec Rome. Paola Vigano. Moi, je trouve qu'il est formidable, Alberto Magnaghi. Et puis, je pense que son propos est tellement, tellement contemporain sur les biorégions. En plus, il a mis en œuvre des projets sur les biorégions. Il s'appuie sur l'identité des lieux. Il n'est pas passéiste, ça veut dire parfois il est mal compris, Magnaghi. Il s'appuie sur la géographie, sur l'identité, sur l'économie locale, sur la créativité locale, sur la manière d'utiliser les réseaux d'eau. Je pense que c'est un type exceptionnel. Je ne crois pas qu'il soit décrié. Il est peut-être mal connu. Ça oui, peut-être mal connu, mais pas pour moi, il est... Enfin, je sais pas. Ces atlas régionaux du paysage sont des projets politiques par le paysage, des projets politiques de territoire absolument très très riches et superbes. Alors, si vous voulez me faire parler de Paola Vigano, moi, je suis Ah en oui, adoration devant Paola Vigano, en adoration, c'est mon amie. Et en fait, je l'ai connue par Bernardo Secchi aussi, que c'est des gens inoubliables, quoi, je veux dire, exceptionnels. Bernardo était... Et la manière dont Bernardo a aidé Paola à monter en puissance, c'est extraordinaire. Donc, pour parler de Paola, je pense que c'est quelqu'un... C'est une femme d'une très très grande beauté, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, quand je la regarde, je me dis, c'est pas possible d'être aussi jolie. Bon, elle est très très belle. Alors, Paola Vigano, c'est un être presque, comment dire, presque irréel. C'est quelqu'un qui consacre complètement sa vie à la connaissance et au projet. Pas de vie personnelle, tout est engagé là. Et elle est hors norme, par exemple. Quelqu'un qui marie aussi bien l'intelligence, la culture, la recherche et l'action, je ne connais pas tellement. Et en plus, elle a beaucoup de talent, parce que j'avais fait un grand événement à Anvers avec elle et Seki. Ils avaient fait le schéma directeur et réalisé des projets. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi bons, parce que, par exemple, la façon dont ils ont recomposé la place du théâtre, le théâtre à Anvers, c'est un bâtiment comme... Enfin, il n'y a que les architectes qui aiment, c'est-à-dire l'architecture des années 50. Il n'y a que les architectes qui aiment, les autres, ils n'aiment pas. Moi, je le trouve très beau, mais les gens détestent. La façon dont ils ont rajouté une sorte de... comme une ombrière, avec une place publique là-dessous, et c'est d'une justesse, c'est-à-dire que c'est au fond... c'est ça le grand art. Emmanuel, il était comme ça, Manuel de Solà-Morales, c'est-à-dire le geste juste la longueur, la hauteur qu'il faut pour que ce soit parfait. Donc, Paola Vigano, en plus, travaille sur les territoires oubliés, donc moi, je suis très, très sensible à son travail, et c'est une grande amie. là aussi, c'est Alors, intéressant l'échange international parce que en Italie, tu parles chez Secchi et Vigano du fait qu'ils sont en même temps dans la connaissance et dans le projet et dans l'action. Et en Italie, cette recherche-action, toutes les écoles d'archi, les universités polytechniques le font. C'est assez naturel Italiens et les les Américains. Italiens Et les Américains. et les Américains. Moi, je faisais partie d'un groupe de recherche américain autour de l'université de Princeton, et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a eu des rencontres sur l'énergie, sur l'eau, sur les transports, dont une s'est tenue à Shanghai. Et pour les Américains, moi, je suis une chercheuse. En France, certainement pas. Pour plusieurs raisons. Parce que je ne passe pas assez de temps sur un sujet. Moi, je passe d'un sujet à l'autre, et parce que je vais pas... parce que je n'ai pas les qualités d'un chercheur français. Et aux États-Unis, la recherche-action, elle est beaucoup research by project, la recherche par le projet. Elle est très fréquente et elle est financée par les fondations. Je cite un exemple qui est exceptionnel. C'est l'université de Princeton qui s'est beaucoup mobilisée sur la question de l'inondabilité. Et ils ont fait des sortes de recherche-projet. Et ce travail a été montré au MoMA à New York. Donc, c'est des choses que nous, on ne connaît pas du tout, ça. Parce qu'on a une grande coupure entre la recherche et l'action. C'est un sujet qui a été vraiment surmonté par François Hacher, parce que lui, il a créé des dispositifs pour aller... C'est lui qui a inventé Europan, qui a inventé l'Institut pour la ville et le mouvement, qui a inventé le Club Ville Aménagement. Mais aujourd'hui, je pense des gens comme Pierre Bels ou comme Alain Bourdin sont dans cet état d'esprit. C'est-à-dire des chercheurs qui se mouillent et qui disent on pourrait faire ça.
habituellement, traditionnellement, le chercheur français n'est pas supposé prendre position. Ce que je trouve dommage. Donc, je trouve extraordinaire que Esther Duflo, avec son mari, ait écrit ce livre « Économie utile pour des temps difficiles », parce qu'elle est d'une rigueur absolue, elle a pris le Nobel, mais elle prend des risques. Elle dit des choses. Elle dit qu'on pourrait faire comme ça. Voilà. Donc, et Paola, elle est plutôt dans cet état d'esprit. Alors, je vois qu'il y a des questions sur les villes en difficulté. Vous pensez vraiment que Clermont soit en difficulté? Parce que ce n'est pas vrai, hein. On peut en reparler. Donc, d'abord, il y a dans ce qu'on observe, et je vais revenir à Barcelone. Quand je préparais le voyage d'études à Barcelone, il y a 2 ans, j'avais rencontré le fils d'Oriol Bohigas, qui est une merveille, qui dirige l'agence d'urbanisme. Et je lui disais que j'étais en admiration devant tout ce qui se faisait et que je trouvais que malgré la succession politique il y a toujours eu la gauche, puis la droite, et puis le pouvoir citoyen. Il y a cette continuité sur l'espace public. Il m'a dit oui, c'est très beau, tout ce que tu vois c'est très beau, mais derrière il y a des gens qui souffrent à cause de la gentrification phénoménale de la ville. Et il m'a dit cette phrase que je n'ai pas oubliée, les villes peuvent mourir de leur succès. Et du coup j'ai pensé à Bordeaux, j'ai pensé à Nantes. Mais Bordeaux ça commence, hein, parce que les prix sont plus élevés qu'à Nice. Plus élevés qu'à Nice. Et Nantes on n'est pas loin. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer depuis un petit moment déjà? C'est que les villes préférées des Français, on est descendu d'un cran. C'est Angers, c'est des villes comme ça. Et en ce moment, Clermont, ça va très bien, parce que les gens peuvent acheter. Et c'est en fait, c'est pas le Covid, c'est la montée des prix dans les villes. Donc, les familles disent, maman, à Clermont, je peux acheter une maison à 200 000 euros, et c'est plutôt sympa. Ils ont fait des espaces publics, il y a eu les espaces publics de Bernard Hivette superbes et ceux d'Alain Marguerite. Il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a des restaurants, il y a un lycée international à cause de Michelin. Oh, c'est pas mal. Et je peux me loger à 200 000 euros. C'est-à-dire même pas le prix d'une demi-chambre de bonne à Paris. Et c'est en train de jouer. En ce moment, par exemple, moi j'ai toujours beaucoup travaillé sur Mulhouse, qui est une ville que j'aime beaucoup, et les promoteurs quittent Strasbourg pour Mulhouse. Surtout que la maire de Strasbourg, elle a pu construire. Donc, ils sont allés à Mulhouse. Et Mulhouse, c'est pas mal, parce qu'ils ont refait le centre, c'est sympa. Il y a Motoko avec les artistes, ils sont tout près de la Suisse. Ça change, hein. Alors, il y a des villes qui vont gagner, mais pas toutes, hein, dans cette catégorie, pas toutes. Les autres, effectivement, vous avez raison, c'est un vrai sujet. Bon, la France a beaucoup investi, donne beaucoup d'argent pour aider ces territoires. Et c'est une des réflexions que finalement, moi, je n'ai pas de réponse à tout, hein. Je sais qu'en tout cas, la qualité de ce réseau de villes françaises est exceptionnelle. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé avec la pandémie, le développement du télétravail va pouvoir donner une chance à ces villes, à condition quand même qu'elles offrent des espaces publics, des coworking, des trucs. Mais bon, je ne suis pas devine. Et tu nous montres là que l'urbanisme, en tout cas travailler sur la ville, c'est une question assez politique, si ce n'est très politique. Je me souviens que tu nous avais aidé à Rome à gérer cette confrontation politique entre Paola Vigano, qui est plutôt une réformatrice, et Alberto Magnaghi, qui est plutôt un révolutionnaire. Il était dans les brigades quand il était jeune. Et tu étais averti de ça. Tu savais que politiquement, c'était deux modèles différents, et tu nous avais aidé à le gérer, parce que nous, on aurait explosé. Surtout qu'ils ne s'aiment pas, et ne s'aimaient pas du tout. Hein, donc, ne s'aimaient pas du tout. Tu les as très bien gérés. Oui, parce que je pense très important que les gens se parlent. En plus, c'est 2 personnes hyper intelligentes et qui toutes les 2 ont un apport à l'urbanisme absolument déterminant. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont repartis meilleurs amis qu'avant. C'est vrai que notamment dans ce que j'avais créé, cette formule d'atelier projet urbain qui portait parfois sur des thèmes et parfois sur des villes, mais parfois les villes étaient thématisées. Les thèmes, c'était par exemple ville et voitures, les rez-de-chaussée de la ville, comment mieux habiter la ville, des choses comme ça. Parfois, j'invitais des gens dont je ne partageais pas du tout les idées. Je pense à, je ne me rappelle plus quel sujet c'était, mais bon, il y avait Jean Nouvel. Moi, j'ai une très très grande admiratrice de l'œuvre architecturale de Jean Nouvel, hein, vraiment, je pense que c'est un génie. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit en urbain. Alors on me dit comment tu invites Jean Nouvel, mais je dis enfin,
Oui, j'invite Jean Nouvel, parce qu'il faut que Jean Nouvel puisse s'exprimer. C'est intéressant de l'écouter. On n'est pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, ce que dit Esther Duflo, c'est que notre société irait beaucoup mieux si de temps en temps on lisait des journaux lesquels on n'était pas d'accord. Parce que ça ouvre des perspectives, ça ouvre des horizons. Et d'ailleurs, quand on met des gens ensemble qui ne sont pas d'accord, quand ils acceptent de discuter entre eux sans s'insulter, en se disant attends, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant, les points de vue peuvent se rapprocher. C'est pas exclu, quoi. Donc, moi, j'ai toujours essayé de faire ça, même si enfin, il y a des gens que j'invite, je ne suis pas d'accord avec eux, mais c'est pas important. C'est pas important d'être d'accord. Comment dire? C'est important d'échanger. C'est important d'écouter. C'est important d'écouter. Et les gens peuvent vous faire basculer parfois. Moi, il y a des sujets auxquels je ne m'intéressais pas du tout, du tout, du tout. Par exemple, l'énergie, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. Puis j'ai beaucoup investi, j'ai passé 5 ans sur des questions énergétiques parce que j'ai découvert que c'était intéressant. Il a aussi un bel ouvrage que je conseille à tout le monde. Deux On ouvrages, apprend beaucoup de choses. 2 livres. C'est un sujet passionnant. Absolument. Passionnant. Et terriblement d'actualité. Alors, il y a Mireille Rius, elle n'est pas d'accord sur bordel, on va faire des ordres. Ouais, et bordel, c'est sympa, hein? Et pourquoi pas? Tous les vocabulaires sont possibles. Bordel, c'est du sud. Moi, par exemple, du nord. quand je me rappelle, ça fait des années que je travaille sur la ville Patience et on était à Beyrouth dans un café avec mon mari et il me dit bah, t'as qu'à les faire venir ici, ils vont voir. C'est un bordel ignoble, hein, je veux dire, Beyrouth. Mais quand tu parles avec Yvion, il te dit la même chose. Il te dit c'est super sympa quand même. Parce qu'il y a des choses différentes qui sont les unes à côté des autres, il y a des gens de tout âge, de toutes catégories qui font tout genre de trucs. Et tu t'installes dans un café, dans une place un peu bordélique, et tu vois des gens faire des choses étonnantes, et c'est très sympa. Mais bon, moi, ne pas être d'accord sur le vocabulaire. Oui, Ariella, on vous interroge aussi sur la place des femmes dans l'espace public. La Les place des femmes femmes dans les urbanistes. Alors, la place des femmes, moi j'ai connu des chercheurs qui travaillaient sur ça, j'accrochais pas bien. C'est-à-dire que je pense pas je pense pas qu'il faille faire l'espace public pour un tel ou pour un tel. Je parlais tout à l'heure de ce projet que j'aime beaucoup, beaucoup à Barcelone, le jardin del Clot, où justement les gens se croisent, ils ont des espaces qui correspondent à leurs envies, mais ils se croisent. Alors, il peut y avoir des espaces publics excluants. Par exemple, moi, ma fille qui travaille sur l'urbanisme temporaire, elle a travaillé sur un quartier très difficile à Paris. Ils ont organisé des événements et ils ont fait des réalisations temporaires qui ont été occupées par des jeunes gens, excluant tous les autres. Elle a découvert le phénomène. Alors, comment on fait? Ça, ce n'est pas l'aménagement qui le gère, c'est la gestion de l'espace public qui devrait empêcher qu'une des catégories, quelle qu'elle soit, que ce soit les jeunes ou les vieux, exclut les autres. Moi, j'ai connu par exemple à Marseille sur les grands ensembles, les associations qui avaient tout un certain âge, elles mettaient de l'huile sur les trottoirs pour que les jeunes ne puissent pas s'asseoir. Je disais, mais c'est pas possible. Elle dit, oui, ils foutent rien, c'est impossible. Il faut qu'ils puissent pas s'asseoir sur les trottoirs. Donc, il y a quand même, et je me rappelle aussi que les élus nous demandaient de fabriquer des espaces publics excluants pour les SDF. En fait, je disais, je ne sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. C'est une question de gestion. Comment vous faites vivre l'espace public, comment vous l'animez. Maintenant, c'est une question sérieuse, les femmes et la ville, parce que quand même, il y a des femmes qui sont violées, hein, des femmes qui sont attaquées. Alors, j'étais très frappée, j'avais découvert lors d'une rencontre de la Fédération des agences d'urbain à San-Sébastien. Moi, j'avais juste été parce que je voulais m'acheter de la pâte à negra et des chocolats, mais bon, c'était très intéressant. Et il y a une présentation qui a été faite par une équipe de la ville de San-Sébastien pour gérer la sécurité des femmes. Et ils avaient fait des observations super intéressantes sur où les femmes étaient attaquées, quels étaient les endroits dangereux, et ils ont sécurisé la ville. Il y a eu tout un mouvement. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Je ne m'étais pas posé la question, mais je pense que c'est un sujet important. Oui, cette question en tout cas, ceux qui s'y intéressent, regardez ce que fait San-Sébastien, c'est assez magistral hein, quand même. Cette question fera plaisir
à notre précédente présidente, Irène Bourg, qui a proposé cette série de femmes et paysages en Méditerranée. Je pense qu'on arrive à peu près au bout de notre temps. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y avait une dernière, enfin, pas une dernière, mais une question. Comment retricoter les dalles et les villes nouvelles qui fonctionnent par bulles fonctionnelles? Alors, la question des dalles, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui peut vous répondre 1000 fois mieux que moi, mais ce n'est pas une femme, c'est David Mangin. David a beaucoup travaillé sur les halles, d'abord, une opération de dalles, et il a travaillé aussi sur Mériadec à Bordeaux. Et il a fait un livre magnifique sur les dalles et sur comment on peut les raccorder au tissu urbain. Et je me souviens d'ailleurs, à titre personnel, j'avais été dans une sorte de jury sur la dalle d'Argenteuil, qui confrontait deux points de vue absolument opposés. Et celui qui a gagné, c'est Roland Castro. Moi, j'adore Roland Castro, mais je n'étais pas d'accord sur son projet. Et dans l'autre équipe, il y avait Paul Chemetov, Papa Chemetov, qui est un génie, avec Michel Corajou. Donc, ils avaient deux attitudes complètement différentes. Roland Castro, il cassait. Il faisait autre chose. Il n'était pas encore dans sa phase remodelage urbain. Il cassait la dalle. Et Michel Corajou et Paul Chemetov disaient on va faire un projet qui soit conforme à la pensée des auteurs au départ, mais qui rende la vie des gens plus agréable et qui coûtera beaucoup moins cher. Et donc, en fait, il raccordait la dalle à son environnement. Il rattrapait les niveaux. Et c'est... Alors, moi, la question que j'avais posée, j'avais dit, bon, il est très beau le projet de Castro, mais si on n'a pas assez d'argent pour tout faire, c'est un désastre. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Parce que c'était tellement coûteux de tout refaire qu'ils ne l'ont pas fait. Alors que le projet de Corajou et de Chemetov était parfaitement jouable. Ça se gère. Et alors, après, si j'avais quelque chose à dire, il se trouve qu'une fois, il y a eu un colloque sur les dalles, et moi, on m'avait donné à moi à étudier la dalle de Beaucrenelle à Paris, le front de Seine. Ah, c'était super intéressant parce que, en fait, c'était la dalle des riches, pas la dalle des pauvres. Et les bâtiments vivent très très bien. Il y a beaucoup d'Iraniens riches qui habitent dans ces quartiers. Et alors déjà, ils avaient fait un truc, c'est qu'ils avaient fait descendre, avant on entrait par la dalle, après on atterrissait au sol. Et il y a eu tout un travail qui a été poursuivi pour apprivoiser cette dalle, mais surtout, cette dalle, elle servait à plein de choses, elle servait, les enfants pouvaient jouer en sécurité, etc., mais elle était gérée. Il y avait une entreprise qui gérait la dalle. Donc la conclusion que j'avais tirée, c'est qu'on a appliqué un modèle pour les riches à des gens pauvres. Parce que ça marchait très bien, enfin, c'était une sorte de maladie urbaine, mais pour les habitants, c'était top. Et ils étaient parfaitement sécurisés, mais ça demandait une énergie et une gestion extraordinairement coûteuse, quoi. Et voilà. Enfin, mais si vraiment le sujet vous intéresse, je vous assure, David a fait 2 ouvrages absolument extraordinaires sur le sujet. C'est un puits de science sur les dalles. Je crois, Ariella, qu'on pourrait y passer. Déjà, un grand merci. C'était totalement passionnant, très dense, mais totalement passionnant. Donc, enfin, voilà, c'est un grand plaisir d'avoir pu participer à cette discussion et de pouvoir aborder ces questions et de mettre tout ça en perspective. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Ariella. Merci, c'était vraiment très dense et magnifique.